هذا ورقة ثرقيث أي ما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقز يتغيظ من الناغة ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنم صارك من نبانا نزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنم صارك من نبانا نزير Azul Flawen. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, Adkimela, fait vidéo de Guinée, bêche pour expliquer selon la divergence entre les Kabyles et les tenants de la mouvance arabo-islamiste ou arabo-musulmane depuis 1800. Donc, je suis pas partie plus loin. Donc, depuis 1800, donc j'ai parlé de Amir Abdelkader, le combat de Amir Abdelkader qui a fini en Syrie d'ailleurs. Il était franc-maçon, il a fini en Syrie, il se dit arabe, il a vendu carrément toute l'Algérie à la France pour les pensions à Sasmala. Avec le mouvement ou avec les résistances de l'Mokrani, Cheikh Haddad et Fadman Soumar, qui sont morts pour je pense que le Mokrani il a été déporté avec plusieurs milliers de Kabyles. C'est terrible aussi cet événement. Et ensuite, la deuxième vidéo, c'était par rapport à la crise des berbéristes, mais moi je l'appelle l'éveil kabyle, parce que ça s'est passé uniquement en Kabylie. Ou alors l'éveil amazir. Malheureusement, donc, ces acteurs, enfin, ces résistants, et en plus, ils étaient résistants, ils étaient tous liquidés par qui? Par Abban Ramadan. Donc là, aujourd'hui, je vais entamer, parce qu'Abban Ramadan lui-même, il a été liquidé par le clan de Oujda. On ne sait pas qui exactement, mais en tout cas, le clan de Oujda, c'est Bouteflika, c'est Bossof, c'est Boumdien. En fait, le clan de Oujda, ce sont eux qui ont mis à genoux toute l'Algérie. Ce sont eux qui ont pillé toutes les richesses de l'Algérie, et ce sont eux qui ont liquidé du coup Abban Ramadan, Krim Belkacem, Khidar, même Boudiaf. Donc ils ont liquidé pas mal de résistants du mouvement, en fait, des résistants internes, on va dire. Et ce sont eux qui nous ont imposé les frères musulmans et qui ont imposé l'arabo-islamisme. Et ce sont eux toujours, jusqu'à nos jours, qui combattent, qui mènent une guerre sans merci contre tout ce qui est amazir, surtout la Kabylie. Voilà. Et donc, c'est à cause de ce clan de Oujda, moi je les accuse, que la Kabylie est arrivée aujourd'hui à demander l'indépendance. Je sais que tous les Kabyles ne sont pas avec le mouvement de l'autodétermination de la Kabylie. Chacun a ses raisons.
De toute façon, il n'y a jamais eu l'uniformisme dans tous ces mouvements de résistance. Il y a toujours une élite, une minorité qui fait bouger la majorité. Je fais un clin d'œil à Rabah Hasma que je vais jamais, j'irai jamais voir son spectacle par rapport à son geste qui est vraiment lâche. Je ferme la parenthèse. Parce que parfois, quand on peut pas faire du bien, au moins on ne fait rien. Voilà. Mais là, il a raté l'occasion de se taire. Il oublie que c'est grâce au Kabyle qu'il est devenu ce qu'il est. Donc, Rabah Hasma, je vais plus jamais écouter tes chansons. C'est poubelle. Voilà. Alors, c'est guinéen. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur... moi, je vais l'appeler comme ça, en fait. Car le titre est guinéen. Comme il y a eu des incohérences, il y a Aden et tout. Donc, je vais parler de... Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler les zones d'ombre de la guerre d'indépendance algérienne. Pour moi, il n'y a jamais eu l'indépendance. On va dire les zones d'ombre de la guerre de la pseudo-indépendance algérienne. Donc, il y a eu des luttes internes, des rivalités et des éliminations politiques. Alors, sans rentrer dans le détail, le FLN, après donc le PPA, donc j'avais dit que le PPA, pendant la période de PPA-MTLD, il y avait cette crise qui s'est crise identitaire, on va dire. Je pense qu'on a toujours une crise identitaire dans toute l'Afrique du Nord. Et suite au dépôt d'un mémorandum par Messal El Hadj, dans lequel il disait que l'Algérie sera que les Algériens sont un peuple arabo-musulman. Et là, malheureusement, il est rentré dans la propagande de la France coloniale qui appelait les Algériens les musulmans. Donc, pour eux, on dirait que c'est une guerre de religion. Donc, ils appelaient tout le monde les musulmans. Parce qu'il y a un problème de culture. Ils ignoraient que l'Afrique du Nord était chrétienne et que l'Afrique du Nord avait 3 papes, sans parler des saints chrétiens, comme Saint-Augustin. Donc les papes, il y a Victor I, il y a Aguilas, l'autre, je ne sais plus son nom là, j'ai oublié, et les saints, donc il y a la Sainte Monica, qui est la mère de Saint-Augustin, c'est quand même pas rien. Il y a quand même, voilà, on a quand même une culture, voire limite le développement du christianisme européen, il a été aidé par, ou instauré, enfin il y avait les Amazirs, les Nord-Africains qui avaient participé à cette christianisation de l'Europe. Je ferme la parenthèse. Donc, quand la France coloniale arrive, surtout Napoléon III, qui voulait carrément créer un royaume musulman, parce que quand il y avait les résistances, que ce soit dans toute l'Afrique du Nord, c'était toujours beaucoup plus ils étaient menés beaucoup plus par des Berbères. Et en plus, eux-mêmes, parce que les Français avaient fait des statistiques, c'était 80% des Nord-Africains parlaient tamazirt. Donc tamazirt, taqbayli, tachawit, tarifit, tatergith, tassoussi, tachelhith, etc. Mais la langue mère, c'est tamazirt. Voilà, c'est comme si on dit latin et il y a plusieurs langues. Ou alors la langue, comment on appelle ça, voilà, latin, germanique par exemple. Enfin, c'est des familles. Et puis à l'intérieur, tu vas trouver juste scandinave par exemple. Les langues scandinaves, tu trouves norvégienne, finlandaise, la langue, comment il s'appelle l'autre pays là. Voilà, en tout cas, vous comprenez un petit peu ce que je voulais dire.
Et du coup, Napoléon III, il avait carrément mis en place les bureaux arabes. Il ramenait des Syriens de la Syrie. Et là, j'ai croisé une fois j'ai une amie française que son arrière-grand-père, elle était maréchal. Et elle avait écrit un livre sur comment les Français arabisaient l'Afrique du Nord. Donc la France avait aidé, financé les ulama musulmans, comme la Grande-Bretagne avait aidé, financé les frères musulmans. C'était pour semer la zizanie. Et puis, bon, ils ont compris l'enjeu de la religion. Une fois un religieux, tu lui construis la mosquée, il t'embête pas politiquement. Il a sa mosquée, il va faire la mosquée, il s'en occupe même pas de la politique. Donc, il va pas vraiment demander l'indépendance ou la liberté, quoi que ce soit. Il s'en fout. D'ailleurs, même la mosquée de Paris, c'était la mosquée de Paris, l'Institut du monde arabe. Donc, la France, elle a une politique d'ailleurs, c'est la France et la Grande-Bretagne, pendant les accords Sykes-Picot, qui avaient créé ou inventé tout simplement le faux monde arabe. Le monde arabe, il a été carrément créé par la France et la Grande-Bretagne. Ça, on l'oublie, en fait. Donc, ils ont créé, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Et l'objectif du Sykes-Picot, au début, c'était vraiment d'éloigner ou de couper l'herbe sous les pieds des Ottomans. Parce que l'Empire ottoman commençait à gêner, à déranger l'Europe. Ils avaient déjà colonisé pas mal de pays européens, donc les pays européens, l'Europe de l'Est, la Grèce. Donc, quand ils commençaient un peu à atteindre les empires, les empires un peu puissants, comme l'empire de la Grande-Bretagne et l'empire français, donc là, ils se sont liés pour créer un autre géant, donc donc des pays arabes, pour un petit peu freiner l'avancement de la colonisation de l'empire ottoman, qui risque carrément de faire disparaître l'Europe. C'est pour ça, en fait, ils se sont mis d'accord pour, d'ailleurs, il y a, donc la Mecque, il y a la France un peu qui a participé avec nos harkis, avec les harkis algériens. Donc, de l'argent a été transféré là-bas. Ils les ont aidés à bâtir la Mecque, à aider la Hajj, à créer tout ça, en fait. Tout ce truc-là, donc la France, ils avaient participé. Et c'est là, après l'Atatürk qui est venu, donc il a vu comment les Arabes se sont retournés contre lui. Il a carrément lâché le caractère arabe, la langue arabe, et il a bâti la Turquie, qui était un État turc et laïque, et avec un caractère latin. Donc leur langue, ils l'écrivent avec le caractère latin. C'est suite à ces événements-là. Bref, je reviens en Algérie. Donc quand il y avait l'Algérie avant, donc c'était l'Algérie avant 1962, c'était l'Algérie française. C'était un département français. C'était drôle parce que l'Algérie est plus grande que la France, mais c'était un département. Donc il y avait quand même pas mal donc je vais l'appeler les ondes d'ombre de la guerre d'indépendance algérienne, même si on n'a pas eu vraiment d'indépendance, parce qu'on le voit comment l'Algérie est traitée. L'Algérie est traitée comme un dossier interne en France. Tout le monde le sait. Donc ils le traitent. Je ne vais pas rentrer dans les petits détails parce que l'Algérie a toujours financé les campagnes électorales de tous les présidents français. C'est pour ça qu'il y a toujours un voyage avant et après. C'est pas pour rien, ils vont pas comme ça pour rien. Et donc, il y a eu pendant cette guerre, cette tentative de libérer l'Algérie, il y a eu pas mal de luttes internes, des rivalités et beaucoup d'éliminations politiques. Sans rentrer dans le détail, sinon je vais pas terminer ma vidéo, c'est qu'il y avait des groupes. Il y avait déjà comment je vais dire, il y avait des tendances. Il y avait le fait que les berbéristes, Ben Ouali et ses amis, ont été liquidés physiquement et tous par Ben Ramadan,
Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que ça veut dire que l'Algérie sera forcément arabo-musulmane. Et pourtant, les ulama musulmans, ils n'étaient pas pour l'indépendance de l'Algérie. C'est ça qui est choquant de certains Kabyles. Et il y en a encore, nous avons des Kabyles de cette mentalité. Donc, il est prêt à se taire sur ses causes, sur son identité, juste pour que l'Algérie existe, pendant que cette Algérie-là s'en fout de lui, se moque de lui. Voilà, donc après le PPA, le MTLD, comme j'avais dit que Msalih El-Hadj, qui était un Koulougli, donc de père d'origine albanaise et de mère d'origine espagnole, il a vécu en France, donc il a vécu... En fait, pour moi, c'est pour ça, je l'ai dit, hein, et je le pense toujours, c'est que certains qui nient l'existence des Amazirs parce qu'ils n'avaient jamais côtoyé ce côté indigène de l'Afrique du Nord. Ils ne l'avaient pas côtoyé. Donc, ils étaient là parce qu'il y avait les Ottomans. Donc, un Koulougli, c'est forcément... on connaît ce que ça veut dire, les Koulouglis. Hein, c'est des bâtards des Ottomans, donc ils peuvent les ramener de l'Albanie, de la Bulgarie, ils sont pas indigènes en fait. Et parfois leur mère, parce qu'ils avaient le vrai système islamique, arabo-islamique, c'est que ils avaient le droit d'avoir des esclaves, des femmes esclaves. Donc ils ont le droit à 4 femmes avec des centaines ils appellent ça le jawari ou milkil yamin. Donc, ils avaient plus des femmes et il y a pas mal leur palais. D'ailleurs, on le voit dans certains tableaux. Les femmes, malheureusement, il y avait pas mal de femmes algériennes qui étaient dans leur palais. Ils kidnappaient carrément dès qu'il y a une belle femme, ils la kidnappaient pour faire d'elle son esclave sexuelle. Donc, les enfants de ces femmes-là, on les appelle les Koulouglis, mais ils ont après aucun droit d'avoir, ils sont pas en fait ils avaient créé des castes. Il y avait les Ottomans qui commandent. Ensuite, après, ils avaient leur Koulougli. C'est des esclaves en fait. C'est les enfants d'esclaves. Voilà, ce qui est un Koulougli. Et malheureusement, il y a plein d'Algériens qui sont fiers d'être Koulougli. Donc, la plupart des gens de ces anti-Kabyles qui ne reconnaissent même pas, ou peut-être ils reconnaissent pas en fait la dimension amazigh de toute l'Afrique du Nord, c'est parce qu'ils étaient Koulouglis. Ils ont pas dans leur histoire, ils ont pas grandi avec déjà avant il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de médias, il n'y avait rien, donc pour eux ça s'arrête, il y a que l'arabo-musulman. Voilà. Donc je continue. Donc, par rapport à ce fléau-là, donc malheureusement, cette guerre d'indépendance, donc il y avait le FLN qui a été créé en octobre 1954, mais qui s'est montré donc le 1er novembre 1954. Donc, c'est un mouvement qui a été créé par 6 on va dire indépendantistes. Maintenant, on attaque l'indépendance de la Kabylie, mais peut-être d'ici quelques années, dans l'avenir, et on va l'étudier et on va le vénérer comme on vénère le 1er novembre 1954. Donc, tout le monde n'était pas avec le 1er novembre 54. Tout le monde n'était pas pour l'indépendance de l'Algérie à l'époque. Les premiers, c'était les arabo-musulmans, les ulama al-muslimin. Ils n'étaient pas pour. Donc, la proclamation, elle a été rédigée en français, déjà. Maintenant, on va la trouver en arabe dans l'Algérie actuelle. Et ils ont rajouté Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire qu'ils récupèrent. Les musulmans, c'est des opportunistes. Enfin, pas tous les musulmans. Enfin, les islamistes. Enfin, ce courant-là d'arabo-musulmans. Et je cite les ulama muslimines algériens. Ils étaient des opportunistes parce qu'ils étaient anti-indépendance de l'Algérie, ça veut dire ils traitaient carrément les Kabyles qui étaient dans les maquis de terroristes, exactement comme maintenant. Quand on voit l'Algérie traiter le MAC de terroriste. Et maintenant, aujourd'hui,
ils ont carrément mis la main sur l'Algérie et sur l'indépendance et ils utilisent carrément cette guerre comme une honte mémoriale pour piller l'Algérie. C'est pas pour le bien de l'Algérie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la proclamation du 1er novembre 54 donc, peuple algérien militant de la cause nationale. À vous qui êtes appelés à nous juger, le premier d'une façon générale, les seconds tout particulièrement. Notre souci en diffusant la présente proclamation est de vous éclairer sur les raisons profondes qui nous ont poussés à agir en vous exposant notre programme, le sens de notre action, le bien fondé de nos vues, dont le but demeure l'indépendance nationale dans le cadre nord-africain. Nord-africain, il n'y a pas le Maghreb l'arabi, il n'y a pas le mot Maghreb. Notre désir aussi est de vous éviter la confusion que pourrait entretenir l'impérialisme et ses agents administratifs et autres politicailleurs véreux. Nous considérons avant tout qu'après des décades de lutte, le mouvement national a atteint sa phase de réalisation. En effet, le but d'un mouvement révolutionnaire étant de créer toutes les conditions d'une action libératrice. Nous estimons que, sous ces aspects internes, le peuple est uni derrière le mot d'ordre d'indépendance et d'action, et sous les aspects extérieurs. Le climat de détente est favorable pour les règlements des problèmes mineurs, dont le nôtre, avec surtout l'appui diplomatique de nos frères arabo-musulmans. Ben voilà. Les événements du Maroc et de Tunisie sont à ce sujet significatifs et marquent profondément le processus de la lutte de libération de l'Afrique du Nord. L'heure est grave. Devant cette situation qui risque de devenir irréparable, une équipe de jeunes responsables et militants conscients ralliant autour d'elle la majorité des éléments encore sains et décidés à juger le moment venu de sortir du mouvement national de l'impasse où l'on acculait les luttes de personnes et d'influence pour le lancer aux côtés des frères marocains et tunisiens dans la véritable lutte révolutionnaire. Nous tenons à cet effet à préciser que nous sommes indépendants des deux clans qui se disputent le pouvoir. Fin de citation. Voilà. Donc là, le FLN, il vient juste après je pense qu'il parlait de Massali el-Hajj et Laïma Charmaj, donc voilà quoi. Les deux clans qui se disputent le pouvoir. Voilà. Voilà, donc du coup, moi je compare un petit peu cet appel d'indépendance à la future indépendance, donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines, en fait, il y aura l'appel, la déclaration de l'indépendance de la Kabylie. C'est énorme, donc c'est très historique. Donc je reviens sur le... Comment on appelle ça, sur les différentes incohérences, parce que nous savons que il y avait en fait des militants internes. Déjà, ils avaient divisé en 6 wilayas, et puis il y avait la 7e wilaya qui est très très forte, c'est la Fédération de France. Et c'est la Fédération de France qui avait imposé un impôt pour la révolution, impôt révolutionnaire, et ça, c'était la majorité, ils étaient des Kabyles. Et donc, c'est eux qui remplissaient le trésor du FLN. Avec certains pays qui aident quand même beaucoup les libérateurs ou les indépendantistes algériens. Donc, à l'époque, la wilaya qui avait joué, il y avait 2 ou 3 wilayas qui avaient joué, qui avaient un rôle principal, c'est la wilaya 3, qui est la Kabylie. La wilaya 4, la wilaya 2, je pense, c'est celle de Chaouia. Donc, ça s'est joué, mais bien sûr, ça s'est joué aux Aurès et la Kabylie, parce que c'est montagneuse. C'est des régions montagneuses.
Après, il y a un groupe à l'extérieur, donc un groupe externe qui, pour moi, voilà quoi. Donc, ils n'avaient pas vraiment combattu. Ils n'avaient jamais mené des combats contre la France. Et le souci, c'est que le groupe qui était, par exemple, Ben Bella, il était en Égypte. C'est lui qui comment je vais dire, qui chapeautait un petit peu le groupe externe. Il était un petit peu noyauté ou infiltré par Jamal Abdel Nasser. Et Jamal Abdel Nasser, c'est un acteur principal dans l'arabo-baathisme. Et je pense qu'il a fait beaucoup de mal à la guerre d'indépendance de l'Algérie. En tout cas, il a aidé à cette division, à cette divergence, ou surtout à cet esprit anti-kabyle. Donc, il y avait le groupe de Oujda. Nous, on les appelle le groupe de Oujda. Et puis, il y avait les leaders historiques de CRUA et FLN. Il y avait les dirigeants de l'intérieur et les figures régionales influentes, et parmi eux, plusieurs Kabyles. Parce qu'il y a plus de 10 déjà capitaines kabyles. C'est énorme, c'est beaucoup. Et puis, la fédération de France, c'était la majorité, c'était des Kabyles. Donc, il y avait, en fait, on va citer un petit peu les incohérences entre la lutte du pouvoir entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, l'ALN, l'armée Libération Nationale, qui n'a rien à voir avec l'armée algérienne actuelle. Donc, on a l'ALN intérieur et l'ALN extérieur. L'ALN intérieur, on la trouve en Kabylie, Aurès et Algérois, donc qui était exposé au combat. On a l'ALN extérieur, on avait frontières marocaines et frontières algériennes, dans le groupe d'Oujda. Donc le groupe d'Oujda qui avait des conditions plus stables. Et ce sont eux qui ont miné vraiment l'identité algérienne, la vraie, qui a vraiment noyé. En fait, le clan de Oujda, ils ont complètement détruit, ils ont dévié la guerre d'indépendance vers autre chose. Donc, ça a créé des tensions structurelles dès 1957 et 58. Et c'était là que Abdel Namdane a été étranglé au Maroc par ce clan de voyous. Donc, l'élimination de plusieurs leaders historiques. Donc, on a Abdel Namdane en 1957 au Maroc, Kilim Belkacem exécuté à Francfort en 1970, Bentoubal Ben Khadda marginalisé, Ben Khadda il était tué en Espagne, Lotfi Amirouche Silhouès, ils étaient morts dans des circonstances entourées de polémiques. Parce que, c'est vrai qu'on ne va pas faire maintenant une enquête, mais il y a des historiens, enfin, il y a même des maquisards, certaines personnalités qui connaissaient Amirouche et Silhouès, qui avaient des doutes sur le clan d'Oujda qui avait balancé leur mouvement. Donc, parce que ils avaient leur parcours pour aller en Tunisie et ils étaient carrément attendus par l'armée française. Donc, suite à ça, il y a une montée en puissance du clan de Oujda. Parce qu'il faut savoir que le clan de Oujda, il était armé jusqu'aux dents par Jamal Abdel Nasser et De Gaulle. Il y avait carrément un bateau qui est venu plein d'armes. Donc la logistique était gérée par la France. Le bateau était le bateau du roi de la Jordanie. Il est venu du Caire jusqu'à Sardaigne et de Sardaigne, bim, directement Oujda. Parmi eux, donc, le clan d'Oujda, il y a Houari Boumediene, Boussouf, Abdelaziz Bouteflika.
et puis plusieurs officiers des frontières et qui avaient la haine contre la Kabylie. Ils prennent le contrôle militaire en 1962, puis politique de 1965 jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à 1999, parce que le dernier, c'est Bouteflika. Maintenant, Tebboune, c'est quoi? C'est l'héritier de Bouteflika. Hein. Lui, alors, Tebboune, là, on comprend même pas comment il est président. Ce mouvement-là, c'est le clan de Oujda. Ils avaient une vision plus centralisée, étatiste et arabo-islamisée de l'Algérie. Leur objectif, depuis le début, ils avaient dépensé des milliards et des milliards sur le développement de la langue arabe, l'effacement de la langue française, la destruction, carrément l'isolation de tout ce qui est kabyle, tout ce qui est algérien. Enfin, tout ce qui est kabyle, Mouloud Marmeli a assassiné, Martoub assassiné, enfin, tout leur objectif, toute leur politique, c'est anti-Kabylie. Donc, il y a un débat identitaire le débat identitaire dans le nationalisme algérien. Il y a une vision arabo-musulmane unitaire dominante dans l'appareil d'État depuis toujours. Voilà. Malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Donc, en 1963, il y a eu carrément une lutte armée de l'État algérien contre les vrais libérateurs d'Algérie. Suite à ça, il y a eu 500 morts avec des milliers de blessés et 22 000 femmes violées par cette armée algérienne. Je continuerai la prochaine fois sur le mouvement, on va dire, berbériste. Moi, je pense, pour moi, en fait, je le dis comme je le pense. Le MAC, c'est les héritiers des berbéristes 1949. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Là, cette fois, c'est vraiment le MAC, il a exporté le combat à l'échelle internationale. Donc, la mafia qui est aux commandes en Algérie, ils sont très dangereux. Donc, si c'est pas le 14 décembre, vous verrez la Kabylie en feu et en sang. Ils vont tous nous brûler. C'est ce qu'ils font depuis 1998. Ils brûlent. C'est l'armée algérienne qui brûle la Kabylie. Ils ont été vus par plusieurs. Donc, il y a des témoins, mais dès que quelqu'un témoigne, il va disparaître. Donc, il y a une politique, un génocide qui est mené. Le projet Zéro Kabyle, les prisonniers, plus de 16 000 Kabyles étaient emprisonnés depuis 1999. Et aujourd'hui, il y a minimum 500, donc certains torturés, violés, violentés, d'autres. Il y a des Kabyles qui sont devenus fous. Ils sont en prison. Il y en a certains qui sont devenus aveugles. Parce qu'il y a pas mal qui disent, ouais, c'est pas Sansal, hein. Sansal, ils savent que Sansal, il est protégé par les Occidentaux. C'est pour ça ils ont fait attention. Mais les Kabyles, on ne parle même pas d'eux. Ils subissent la torture et la misère, parce qu'il y a une haine anti-kabyle incroyable. Voilà, donc malheureusement, c'est voilà, donc il n'y a pas d'issue en fait. Il n'y a pas d'issue. C'est pour ça que le mouvement du MAC et l'avenir, moi je pense que c'est l'avenir de la Kabylie et même de l'Algérie, parce que comme ça va pas, donc il vaut mieux se séparer. C'est pas la peine de forcer en fait. Et l'Algérie, s'il avait la bonne foi, s'il était vraiment
comme elle dit qu'elle aide les minorités à se libérer, elle aide les peuples faibles et tout. Elle le fait pour la Palestine, elle le fait pour le Sahara occidental, et ben, elle aurait pu le faire pour la Kabylie. Au lieu d'activer pour marginaliser la mazirité, au lieu de continuer vraiment à s'entêter contre la Kabylie. تاني ميرث نوان أدو غلار مازالية أحرش نظن باش أتفكر تاني ميرث